présenter Maria Carmen Figuerola, qui va nous parler de romans que nous sommes en train de travailler. Et Maria Carmen Figuerola est la doyenne de la faculté des lettres de l'Université de Lleida. Elle est docteur en philologie française. Elle est professeure d'université et en ce moment, elle est la présidente de l'Association des Francistas de l'Université espagnole. Une association qui a pour but de promouvoir les études françaises dans les universités, mais aussi un peu dans la société. Maria Carmen Figuerola a consacré sa carrière universitaire à l'étude de la littérature française du 19e et du 20e siècle, notamment à la littérature populaire et féminine. Et ses nombreuses publications font la démonstration de ses compétences intellectuelles et de sa passion pour la langue française. Alors je passe la parole à Maria Carmen. Merci, chère Carmen. C'est l'amitié sans doute qui est dans la présentation et qui est pour quelque chose. Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord, merci. Donc, on m'a demandé de faire des rapprochements entre ces deux ouvrages, ces deux récits que vous avez comme lecture obligatoire et qui sont d'emblée assez différents, mais qui ont de nombreux points en commun. C'est pourquoi j'ai donné comme titre « Regard croisé sur la francophonie ». On en a déjà parlé de la francophonie. Josie, prends une chaise et place-toi là. Et on en a déjà parlé, notamment dans la présentation. Moi, j'y reviendrai un petit peu. Mais la première question que je me suis posée, je n'ai pas les livres et je veux les acheter. Je sais bien que vous les achetez aussi, et moi aussi je fais comme vous, je tape sur Amazon et le lendemain je les ai à la maison. Mais enfin, je me suis posé une question un peu plus traditionnelle. Si j'allais dans une librairie, où est-ce que j'irais chercher ces bouquins? Bon, pour celui de Marguerite Duras, c'est clair, n'est-ce pas? Parce que comme elle est une écrivaine française, j'irais dans la littérature française. Elle est une écrivaine française, là nous sommes d'accord. Et pourtant, elle est née en 1914 à Saigon, qui était alors l'Indochine française, d'une mère institutrice, d'un père professeur de mathématiques, qui était parti aux colonies, comme tant d'autres Français, pour faire fortune. Après, ils ne l'ont pas fait, hélas. Ils se sont ruinés et Marguerite a retourné en France pour suivre des études en droit. Puis elle s'est engagée au Parti communiste français. Et si on regarde du point de vue littéraire, elle a reçu de grands prix, comme celui du Grand Prix de théâtre de l'Académie française, et elle a été considérée, son nom a été considéré comme une possibilité pour l'accès à l'Académie française, qui est, je ne sais pas si vous connaissez, une institution très très réputée en France pour la consécration des artistes. Donc, pas de doute, elle est une écrivaine française. Est-ce que c'est la même chose pour Tahar Ben Yaloun? Bon, d'abord, si je regarde son lieu de naissance, il est né à Fès en 1947. Il a suivi des études de philosophie au lycée français de Tanger. Et c'est au moment où le Maroc a imposé l'enseignement au primaire, à l'école et au secondaire en arabe, où il ne s'est pas senti commode et qu'il a déménagé, il est parti habiter en France et enseigner en France. Alors, est-ce que je peux dire que c'est un écrivain français? Non, c'est clair. Pourquoi c'est clair? Il écrit en français. Est-ce que je peux dire que c'est un écrivain arabe ou marocain? Non, il n'écrit pas en arabe. Certaines maisons d'édition ont trouvé une solution moyenne. Ils ont dit écrivain d'origine marocaine. Et on lui a tellement posé la question, Monsieur Tahar Ben Yaloun, vous vous considérez français ou francophone? Qu'il en est arrivé dans une interview à donner le raisonnement que vous pouvez lire sur la diapo. C'est-à-dire que
Rob Grillet, qui est une des autorités françaises en littérature à un moment donné, le moment du nouveau roman, a répondu qu'il n'était pas francophone, qu'il était français. Ce qui revenait d'une certaine façon à dire que ceux qui sont francophones ne sont pas français. Or, il ne se passe pas tellement comme ça pour les écrivains anglais, où il y a des écrivains d'origine asiatique, par exemple, qui habitent l'Angleterre et qui se disent des écrivains anglais. Donc, c'est une question un peu plus différente. Et si on allait regarder du côté des prix littéraires, il a reçu notamment des prix en 1976, en 2005, en 1987, et puis il a reçu la Légion d'honneur. La Légion d'honneur, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une des condecorations offertes par l'État français qui est de plus haute considération de l'État. Et pourtant, il n'est pas considéré comme un auteur français. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on parle de francophonie? Normalement, comme on nous l'a rappelé pour la présentation, peut-être que vous connaissez le concept, on considère la francophonie comme tous les pays qui ont comme langue le français et qui ne sont pas la France. Mais en réalité, si l'on gratte un petit peu sur ces concepts, on verra que c'est beaucoup plus profond. Et c'est pourquoi moi j'ai choisi cette définition d'Henri Lopez, qui est un écrivain congolais, qui n'est pas donc français, qui considère que la francophonie, si vous lisez la définition, n'est pas en fait simplement parler français, mais c'est beaucoup plus large. C'est en réalité avoir une certaine idée du monde, une idée du monde qui est partagée par tous ceux qui parlent français, de manière à ce qu'on peut distinguer des différentes francophonies. Il y a une francophonie politique, une francophonie historique, une francophonie institutionnelle, linguistique. Il y a même une organisation internationale qui s'appelle Organisation internationale de la francophonie. Mais si on parle de la francophonie, c'est, comme on vient de nous le rappeler aussi, c'est à cause de la colonisation française. Vous savez que, en fait, parce que vous l'avez étudié, la colonisation remonte à la découverte de l'Amérique au XVIe siècle. Mais que, en fait, c'est pendant le XIXe siècle où l'Europe, qui est alors en plein essor industriel, se partage le monde. Les pays européens possèdent à ce moment-là une énorme avance technologique par rapport à d'autres États, et les États colonisés sont souvent faibles, archaïques, et ils n'ont pas la capacité de se défendre. Alors, il y a une théorie ou une idée colonialiste, si vous voulez, qui dit que les Européens, étant des pays civilisés, se doivent, ils ont comme devoir, d'aller civiliser ces races inférieures qui sont le pays colonisé. Et je dis bien races inférieures, ce sont des concepts que l'on n'emploie plus de nos jours, mais qui étaient en vigueur, qui étaient à la mode au XIXe siècle. Donc, c'est comme ça que naît un impérialisme territorial, et je ne vais pas insister là-dessus, mais je veux souligner une chose. À l'époque, il n'y avait pas Internet, donc ça faisait que les citoyens communs, parce que n'imaginez pas coloniser, même si les pays colonisés sont faibles et que la victoire est simple, cela exige de la part des États une grande somme d'argent. Et cette somme d'argent, c'est l'impôt que payent les citoyens moyens. Alors, le citoyen moyen a besoin de savoir c'est comment ce monde nouveau pour lequel on paye. Et alors, l'État, il va, aujourd'hui on dirait, il va faire la publicité. Et comment fera-t-il la publicité? À travers des affiches. Et moi, j'en ai choisi 3. Je vais simplement donner 2 notes sur les affiches. Vous voyez, là, c'est une façon de présenter les colonies françaises. Mais c'est très symbolique, cette affiche. Pourquoi?
parce que vous remarquerez qu'au centre, il y a une femme. Cette femme représente Marianne. Marianne est l'allégorie de la République française. D'ailleurs, vous voyez bien qu'il y a le drapeau tricolore pour présenter la France. Et vous voyez bien des éléments symboliques. D'abord, le rameau d'olivier pour la paix. Donc, la France va vous apporter la paix. Puis, l'armure et les boucliers, la France vous apporte la protection. Et je ne sais pas si vous arrivez à lire ou à voir, mais là, c'est la couronne de laurier. Vous vous souvenez, César, les empereurs romains qui avaient la couronne de laurier. Donc c'est la gloire, hein, d'ailleurs, la réussite. D'ailleurs, vous voyez comment cette Marianne, elle est rayonnante, comment elle apporte la gloire. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte d'une chose, mais la France est dans une position hiérarchiquement plus élevée que le reste. Le reste, ils l'entourent et ils sont assis ou ils sont plus bas. Donc, d'une façon indirecte, on est en train de dire que le pays, la métropole, est à une position hiérarchique plus élevée que les pays colonisés. Mais comme je vous disais, l'État a besoin de faire une diffusion de ses victoires dans les colonies. Et comme j'insiste, il n'y a pas d'Internet, donc il n'a pas de fenêtre pour montrer aux autres. Il organise aussi des expositions coloniales. Vous lisez là, à Paris et à Marseille. C'est une façon de montrer encore aux citoyens les victoires qu'il a obtenues. Et qu'est-ce que vous remarquez sur cette deuxième affiche? D'abord, on nous présente l'Empire africain, l'Afrique noire. Vous remarquerez que la femme porte son enfant d'une façon traditionnelle, vous l'avez peut-être vu encore de nos jours, qu'elle est en train de travailler, elle pile du mie, et que, je ne sais pas si vous voyez, mais elle est entourée par les cases, donc l'Afrique noire. Et si vous voulez présenter d'une certaine manière érotique, et vous savez ce qu'il y a là derrière, mais aussi d'une façon très humble, parce qu'elle est présentée dans les travaux ordinaires de tous les jours. Alors que pour le reste des colonies françaises, elles sont plus valorisées, parce que vous voyez les mosquées de l'Afrique du Nord, ou bien les temples asiatiques, donc ce sont des lieux de culte. C'est une vision plus élevée, donc elle revient à nous dire que dans ces pays-là, il y avait une meilleure civilisation que dans l'Afrique noire. Et puis j'ai choisi une troisième affiche parce qu'elle est directement évoquée dans l'ouvrage de Marguerite Duras, quand elle dit que Suzanne, la protagoniste, rêvait face aux affiches. Il y avait toute une série d'affiches où les slogans, c'était « engagez-vous », ou même « rengagez-vous », c'est-à-dire « engagez-vous à nouveau » pour encourager les gens à aller aux colonies. Alors, pour l'ouvrage de Marguerite Duras, on nous confronte à ce qui, à l'époque, est l'Indochine. L'Indochine regroupe des pays comme la Cochinchine orientale et occidentale, vous remarquerez sur la carte, le Cambodge, la Nam, le Tonkin, le Laos. Mais je pense que plus important que cela est pourquoi la France a voulu aller en Indochine, pourquoi elle a tenu à occuper cette zone-là. Et là, vous avez la réponse qui a été donnée à l'époque, en 1859, par l'empereur Napoléon III. C'était ouvrir une voie nouvelle à la civilisation. Les historiens nous ont dit après qu'il s'agissait aussi de tenir tête à l'Angleterre, de contrebalancer le pouvoir de l'Angleterre qui avait conquis l'Empire des Indes un peu plus tôt.
ce qui nous intéresse aussi, c'est que la France a entrepris de moderniser ses terres. Elle a fait des grands travaux d'équipement d'infrastructures pour mettre en valeur les ressources naturelles de ces régions, pour les faire évoluer vers les progrès, certes, on ne va pas les nier, mais aussi, elle a mis une administration très centralisée, une fiscalité excessive qui ont fini par provoquer bien d'ennuis aux habitants autochtones. Et de l'autre côté, pour le travail de Tahar Ben Yaloun, on nous confronte au protectorat de la République française du Maroc. Je souligne bien le terme de protectorat parce que ça nous confronte à une différence. Il y avait les colonies et les protectorats. Dans les protectorats, l'État indigène était conservé. Mais ne soyons pas dupes, même si l'État continuait à être là, c'était la métropole, les colonisateurs qui avaient le pouvoir. Et j'aimerais à ce point vous montrer un petit peu, vous donner une idée de ce que c'était la publicité pour les colonies. Ça a disparu. Bien sûr, je vous montrerai après. Et ça a disparu encore. Bon, excusez-moi, c'est la technique, c'est souvent comme ça. En tout cas, ce qui nous regarde, bon, je n'ai pas dit, mais la colonisation du Maroc est particulière parce qu'elle commence, non seulement parce qu'elle est un protectorat, mais parce qu'elle commence assez tardivement, en 1912, et qu'elle s'arrêtera en 1956. Donc, en principe, c'est assez court. Pas de souci. À partir de maintenant, je vais utiliser un système pour que vous repérez plus facilement. Donc, vous verrez à droite les textes et les images qui se rapportent au récit de Tahar Ben Yaloun, alors que sur votre gauche, vous verrez, donc en vert, vous verrez ce qui fait référence à Marguerite Duras. Mais ce qui nous intéresse, c'est de souligner un premier point en commun entre ces deux récits, et c'est que tous les deux vont mener de pair un discours anticolonial. Pourquoi? Dans le cas de Marguerite Duras, parce que la crise mondiale de 1920 va aussi toucher l'Indochine. Pourquoi? Parce que le prix du riz, les prix du caoutchouc, les prix des produits miniers chutent notamment et dégradent les conditions de vie. Alors il y a une grande misère, un grand chômage qui va fouetter les plus pauvres. Et Duras va lancer une très grande critique contre les Blancs, contre le vampirisme colonial, contre l'argent, contre les puissances qu'elle va dire les puissances du mal. Les planteurs blancs vont faire des colossales fortunes et les autres, même s'ils n'appartiennent pas à ces groupes de nantis, de très riches du colonialisme, ne seront pas mieux traités. Au mieux, tout au mieux, ils apparaîtront comme des frivoles qui dansent à la cafétéria, au bar, alors qu'ils fréquentent les prostituées de l'hôtel central. Donc, le discours anticolonialiste vient d'une plume qui est assise du côté de Marguerite Duras, qui prend souvent la forme de l'ironie. C'est le cas lorsqu'elle évoque ses enfants écrasés par les voitures des Blancs lorsqu'ils sont en train de construire les pistes, ou encore un discours pathétique
imaginez ou rappelez-vous les bagnards qui passent leur vie surveillés par les indigènes à construire la piste pour que les Blancs aient la vie facile et qui travaillent 16 heures par jour. Disons aussi qu'elle pêche souvent, elle pêche parfois des simplifications abusives. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que les bons sont très bons et les méchants sont très méchants. Donc, qu'il n'y a pas de terme moyen d'un côté, et aussi qu'elle ne fait pas de différence. Je vous donne un exemple. Les indigènes sont présentés en général comme un groupe homogène, sans personnalité différente ou distincte. Cependant, d'un autre côté, l'exploitation à laquelle on soumet ces indigènes est notamment détaillée. Donc, c'est un petit parti pris que prend la romancière. Si vous regardez les personnages qui sont plus individualisés, ils ne sont pas mieux traités. Monsieur Jo, c'est un exemple de la fortune coloniale, et pourtant c'est un raté. C'est quelqu'un qui est échoué, qui échoue dans toutes ces entreprises, sauf celle de l'argent. La mère, je vais beaucoup parler de la mère, mais simplement une touche. La mère va s'imposer par son combat. C'est un être qui est une pure force, un être qui se dresse contre ce qui oppresse, contre une énergie qui dit non, mais qui en meurt aussi, qui donne sa vie. Et ce seront Joseph et puis Suzanne qui, à partir d'une désillusion sur ce que représente la colonisation, vont être lucides et vont réussir d'une certaine manière à s'en tirer par leur révolte. Ce sont des êtres d'exception par cette lutte et par la révolte. Mais il y a un sentiment aussi d'impuissance quand il y a la mort de la mère. Et il faut dire, parce que si j'en reste là, je donne une vision très pessimiste. Et le roman n'est pas tellement pessimiste. Pourquoi? Parce que l'optimisme vient de ce qu'elle présente qu'un autre système d'échange est possible. Un autre système qui est fondé sur les dons, sur la générosité, et qui est représenté à plusieurs reprises. Dans la forêt, quand Joseph et Suzanne reviennent et ils donnent de la nourriture aux plus pauvres, par Lina, qui achète les diamants et qui ensuite les donne à Joseph, par Carmen, qui s'offre à les aider d'une façon assez gratuite. Donc l'espoir de la mère s'oppose à l'ambition des fonctionnaires et trouve un écho dans un échange, dans un système différent. Pour Tahar Ben-Yaloun, c'est un peu le côté contraire qu'il nous montre, c'est-à-dire qu'on ne voit pas tellement les colonisateurs, mais les colonisés. Mais c'est par l'identité de la protagoniste, du protagoniste, qui agit comme métaphore de toute une société où l'on peut comprendre ce que c'est que la vie, et j'en parlerai ensuite, des colonisés. Mais d'un autre côté, le troubadour aveugle va raconter dans son rêve qu'il vient de l'Andalousie et qu'il se trouve à Tétouan. Et à Tétouan, il y a des restes, il y a des traces de l'époque coloniale. Et il nous parle de la grande place de la Victoire, qui autrefois était la place Cervantes. Vous savez, vous connaissez, j'ai jamais très bien compris, et vous m'excuserez, M. Portel, mais l'engouement des Français pour Don Quichotte et pour Cervantes, mais en fait c'est comme ça. Donc la place est à l'honneur des Espagnols. Et bon, Tahar Ben-Yaloun est un peu ironique quand il dit, bon, c'était la place de la victoire, mais de la victoire sur qui et sur quoi? Et j'aimerais vous lire, parce qu'on lui a tellement souvent posé la question, qu'est-ce que c'est qu'être marocain, que je trouve intéressant ce qu'il dit. Et je cite, « Un pays est une mémoire qui nous constitue, qui nous prolonge et nous accompagne. Nos origines
nos racines, nous les portons en nous et nous ne sommes pas disposés ni capables de les dissimuler, encore moins de les nier. Ça continue, c'est intéressant, mais je vais passer. Donc, les deux récits nous parlent d'une société. D'un côté, la société indo-chinoise, avec sa désillusion. Pourquoi? Parce que, en fait, la vie que Marguerite Duras nous raconte est un calvaire. C'est une lutte acharnée de la mère contre le milieu naturel. Regardez les titres. Les titres sont très symboliques. Un seul barrage contre le Pacifique. Vous savez que le Pacifique est un des plus vastes océans du monde, qui a des mers bordéères. La mer de Chine, le golfe du Xian, elles ne sont jamais nommées dans le récit. Mais en revanche, ce sont ces mers bordéères qui inondent tout le temps les champs des protagonistes. Alors, c'est ridicule. Un barrage à l'époque qui est construit avec des armatures en bois, en terre, qui ne résistent pas, qui ne peuvent pas résister à l'emprise de ces vastes océans. Les forces sont trop maigres, sont trop faibles et soumises aux grandes marées. Et en plus, l'eau salée ruine tout le temps les récoltes du riz. C'est une campagne, un coin reculé de l'Indochine où habitent très peu de familles. Et cela vient des parents, dont ça fait partie de l'expérience que la propre Marguerite Duras elle-même a eue pendant son enfance, puisque ses parents, sa mère, a eu la concession de l'administration française des terres qui étaient à peu près 100 km de Saïgon. Ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Et en fait, dans le récit, vous ne voyez pas beaucoup de gens. Vous voyez des lieux qui sont un peu romanesques, Ram, l'autre pôle c'est Kham, puis il y a la piste, la plaine marécageuse, il y a les bangalous. C'est un mode de vie qui est fondé sur la culture du riz et qui n'a guère changé de nos jours. Mais il y a une grande ville qui n'est jamais nommée, sauf par des périphrases. Et cette grande ville a aussi ses hiérarchies, parce qu'il y a la ville blanche et l'autre ville. On y distingue le haut quartier où habitent les colonisateurs, dont les blancs, où circulent les tramways, et puis la ville cloisonnée où il y a les pauvres. Donc on est très loin de l'exotisme dans le roman de Marguerite Duras. En fait, vous remarquerez les personnages sont toujours hantés par des dangers. Le petit enfant qui mange des mangues et qui en meurt. Donc les dangers même dans la nature. Pour l'enfant de sable, on nous confronte, on nous fait remarquer la société arabo-musulmane. L'enfant de sable est tiré d'un fait réel. Donc, Tahar Ben Yaloun a lu une nouvelle sur les journaux et c'est à partir de cette nouvelle qu'il a tiré son récit. Mais il s'inspire de la réalité. C'est cela ce qui m'importe de souligner. Au cœur du Maroc traditionnel, l'histoire va relater le destin, pour le moins extraordinaire, d'Ahmed. Ahmed qui est en vérité, vous le savez, la 8e fille des parents. Donc, on nous confronte à un témoignage pathétique d'un père qui est obligé, d'une certaine manière, par une société androcentrée, donc qui fonde tout sur l'autorité des hommes, à avoir un enfant. Parce qu'il a eu déjà 7 filles et il en a marre. Et c'est très symbolique quand il nous dit qu'une fille n'apporte rien. Donc, il y a, pour la naissance d'un enfant, des youyous. Les youyous, vous savez, ce sont les cris que font les Arabes pour faire la fête. Donc, il y a des youyous qui sont lancés par les femmes,
Alors que pour la naissance d'une fille, il n'y a rien, il y a le silence, parce que les filles, il vaudrait mieux qu'elles n'existent pas. Et donc, il décide et il impose à sa femme que le 8e enfant, il va être un enfant mâle, coûte que coûte. Donc, il nous donne l'image de cette société qui accorde l'essentiel du pouvoir au père et qui, de nos jours, je dirais que cela n'existe pas parce qu'il y a un État qui est au-dessus du pouvoir de l'homme et donc qui offre certaines garanties, mais qui culturellement a encore une forte emprise sur la société marocaine. Tous les deux récits, on pourrait les qualifier de romans de famille. Pourquoi? Parce qu'ils accordent une très grande importance aux progéniteurs. Dans le cas de Marguerite Duras, c'est la mère. En fait, toute l'œuvre de Marguerite Duras donne une très large importance à la mère, mais ce sont des problèmes liés autour de la famille qui organisent l'intrigue. Marguerite Duras dit que sa famille était une famille en pierre, pétrifiée, où il y avait des liens de haine et d'amour. En fait, c'est ce qu'on voit dans un barrage contre le Pacifique. Si vous allez consulter un peu ce que c'était la biographie de Marguerite Duras, elle avait deux frères. Donc la mère avait eu 3 enfants, un garçon aîné qu'elle adorait mais qui était un voyou, puis Marguerite, et ensuite l'enfant cadet, un garçon cadet, et il y avait un lien très spécial entre Marguerite et son frère cadet. Disons que cela est transposé dans le récit, mais que ce que fait l'écrivain, c'est condenser les deux frères, garçons, en une seule personne, c'est la personne de Joseph. Parce que Joseph, c'est quelqu'un d'indépendant, de violent, des chasseurs, donc qui relève de cet enfant aîné, ses frères aînés, mais qui est aussi l'objet de la passion maternelle. La mère a un grand faible pour Joseph. Comme dans la vie réelle, Marguerite Duras l'avait eu pour son frère cadet Pierre. Donc c'est ses frères Joseph qui va devenir un peu les complices de Suzanne et qui devient symboliquement l'amant idéal. C'est lui, après j'y reviendrai, c'est lui qui va l'initier au monde de la sexualité, et vous remarquerez que ce n'est pas du tout un hasard si Joseph a le prénom, a un parallèle avec Monsieur Jo. Monsieur Jo, ils prétendent qu'il devienne le mari de Suzanne, mais en fait, elle n'aime pas Suzanne, et contraint que le nom de Joseph pour les donner à ses prétendants. Ces prétendants n'arrivent jamais à devenir Joseph, ils restent à Jo. Donc, un barrage contre le Pacifique est le livre de la mer et sur la mer. Le fils va remplacer à plusieurs reprises, mais pour la mère, le fils va être un peu l'autorité paternelle qui n'existe pas, parce que vous savez que la mère est veuve, et cette mère est décrite en des termes très dichotomiques. Donc, d'un côté, elle est adorée, de l'autre côté, elle est haïe, elle est autoritaire souvent, elle est complaisante, elle est généreuse, mais elle est calculatrice, elle est enthousiaste, elle est désabusée, à la fois un peu folle, sénile, à la fois enfantine, donc contradictoire. C'est un peu aussi une caractéristique des héroïnes durassiennes, donc elle n'y échappe pas. Et elle apparaît depuis le début du roman
et elle est comparée au cheval de Joseph. Vous savez que le cheval est en train de mourir, de crever. Alors, ce parallélisme entre le cheval et la mère est aussi symbolique, parce que ça représente le découragement de la mère, et puis la lutte qui l'amène à la mort face à un état qu'elle ne peut pas combattre. Mais elle représente une puissance d'un côté, mais aussi un danger. Et c'est Carmen qui le dit vers la fin du récit, lorsque les enfants vont habiter la ville. Elle la présente comme un danger qui peut devenir un monstre. Parce que quand elle ne se lamente pas, la mère, elle gueule. Donc, ce sont ces barrages constamment en train de reconstruire qui ont miné son caractère et qui ont affaibli sa générosité. Cette forte autorité, j'imagine que ça ne vous aura pas échappé, à quel point elle frappe sa fille Suzanne. Aujourd'hui, on dirait qu'elle la maltraite, mais cela nous fait penser aussi à un personnage mythique, à Médée, celle qui est capable d'aller jusqu'au meurtre des enfants. Mais en tout cas, marier sa fille est aussi un but essentiel pour la mère. Elle se donne cela comme but avant de mourir. Et quand la mort intervient, elle pense qu'elle a réussi sa mission, qu'elle a rempli son rôle, parce que les enfants, même s'ils ne sont pas mariés, ils ont entrepris une vie sans elle, et donc qu'elle est prête à partir. Du côté de l'enfant des sables, j'ai déjà évoqué un petit peu le rôle du père. Dans ce cas, c'est le rôle du père, le patriarcat, qui est essentiel dans ce monde arabo-musulman, où l'homme a tous les pouvoirs et tout le monde va s'incliner devant lui. Et si vous remarquez, même après la mort, l'homme conserve le pouvoir parce que le père laissera des dispositions qui seront respectées. Ce type de société où le père a tellement d'influence est une conséquence ou une réminiscence du système tribal où l'individu ne compte pas, c'est la tribu, c'est la lignée qui compte. Remarquez aussi que dans les textes, il y a plusieurs éléments qui font de cet homme, de ce père, un homme respectable. D'abord, le narrateur nous dit qu'il est Hajj. Donc c'est un titre honorifique qu'on acquiert quand on est arabe et qu'on fait le pèlerinage à la Mecque. Et cette qualité est tellement importante qu'on l'a fait publique en la publiant sur les journaux. Donc c'est un mérite, une vertu, qui dépasse le monde du religieux, qui devient un mérite social. Et puis ensuite, il est un patriote. Donc le texte nous dit littéralement qu'il est un patriote et qu'il va tout arranger, non seulement pour bien laisser sa famille, mais pour que cette famille bien organisée contribue à une meilleure patrie. C'est un homme de 50 ans qui affiche avec fierté son air viril, même si la cinquantaine, à ce moment-là, n'est plus la jeunesse toute jeune. On apprend qu'il est potier et que son travail consiste, il n'est pas vraiment l'artisan qui fait les pots, mais que son travail consiste à gérer les affaires, à gérer les employés, à gérer les clients. Et il est prêt à tout pour réussir sa fin. Hein. Vous vous souviendrez le passage où, pour la circoncision, il se fait couper les doigts pour que tout soit mis en règle et que la fille passe pour un garçon. Alors, les rôles de la femme. Bon, j'en ai parlé pour Marguerite Duras. Je dois vous dire que, conformément à ces rôles de mère, on nous présente à ces propos l'image que vous avez sur la diapo vient du film qu'on a tiré du récit et que je vous conseille de voir si vous avez l'occasion.
Donc la mère, on nous la présente comme une femme dévouée à ses enfants, mais ses enfants pris dans un sens très large, parce que souvent on la voit, comme ici, à côté des enfants autochtones, en train qui fourmillent autour d'elle et qui font preuve de la générosité de cette mère qui n'hésite pas, même si elle sombre dans la misère, à contribuer à nourrir ses enfants. Dans les côtés du côté de l'enfant des sables, bon, cela aurait été très simple pour Tahar Ben Yaloun de tracer une analyse où il nous donne une satire de la condition féminine. Mais, à mon avis, je crois qu'il n'a pas voulu céder à cette facilité. Son analyse va beaucoup plus loin. Et s'il est bien vrai qu'il soutient le rôle de la femme, mais en fait, il s'attaque à une chose plus large, plus importante. Aujourd'hui, on pourrait dire à une question de genre, non pas de sexe, qui est la distribution obligée que fait la société arabo-musulmane entre le masculin et le féminin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais très souvent dans les récits, on nous parle de mâle, on utilise le terme mâle et on l'oppose au mot femelle. Les connotations en français de mâle et femelle sont un peu péjoratives quand on les applique aux humains, pas quand on les applique aux animaux. Alors déjà ça, et puis lui aussi, Tahar Ben Yaloun, nous présente un combat continu. Un combat qui est celui d'une identité en brouillon permanent. Pourquoi? Parce que Ahmed, lorsqu'il est un homme, il ne sait pas comment se comporter comme un homme, il doit apprendre. Mais quand il décide de devenir une femme, il doit apprendre aussi. Parce qu'on ne l'a pas éduqué pour être une femme. Tout ce qu'on lui a fait, c'est que sa mère lui a bandé les seins pour éviter que ça pousse, pour que ça ne soit pas voyable, visible qu'il s'agit d'une femme. Donc, elle ou il doit constamment apprendre quels gestes sont permis à son sexe, quels gestes sont attribués aux hommes et aux femmes. Et finalement, il devient par devenir un étranger à son propre corps. Mais il va en tirer quelques profits. Par exemple, quand il est un homme, il a le privilège de lire, d'étudier, mais ne soyons pas dupes. Il a d'un côté ses privilèges, mais d'un autre côté, il a le malheur, la solitude, donc ce n'est pas le bonheur. Et quand il est femme, et quand il est homme aussi, il oblige, tout en étant femme, à la soumission et à l'obéissance, il faut que je finisse, à l'obéissance des femmes. Je vais passer au rôle de l'argent. L'argent aussi, c'est important. J'en ai dit quelque chose pour un barrage contre le Pacifique, où toutes les démarches sont en vue d'avoir de l'argent. Messieurs Jo devient un diamant. Ils n'ont que le regard sur ce diamant qui est énorme. On le présente en un tissu de tisseur, donc très bien coupé, un chapeau que jamais Joseph ne va porter. Donc tout est en vue pour mettre en confrontation, si vous voulez, en opposition, ces mondes de l'argent de ceux qui ont réussi dans l'expérience coloniale et la pauvreté des autochtones. Dans les cas d'État, c'est un peu la même chose. Ahmed va bénéficier de ces lois qui privilégient l'homme par rapport à la femme, et le moment vient où il laisse son argent à ses sœurs, mais en fait, le père tenait à ce que la disposition soit tout autre, c'est que l'argent revienne, l'héritage ne peut revenir qu'à un enfant mâle.
Ce sont dans les deux cas des romans d'apprentissage. Pourquoi? D'abord, chez Marguerite Duras, parce que aussi bien Suzanne que Joseph subissent une transformation. Joseph, au début, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de dire merde, merde, merde à toutes les choses, qui mange voracement, comme il fait l'amour, j'allais dire un verbe plus vulgaire, voracement, donc c'est un corps, et qui finalement, à la fin, il apprend à sa sœur, à Suzanne, d'abord le respect pour la mère, et puis le respect pour elle-même, parce que Joseph ne veut pas qu'elle cède, qu'elle devienne une sorte de prostituée. Donc c'est quelqu'un qui évolue. Il y aurait aussi à parler de Carmen, qui aide aussi à l'évolution de cette Suzanne qui arrive un peu innocente en ville, mais qui se rend compte qu'avec ses appas, ses attributs physiques, elle peut obtenir des bénéfices des hommes. Et si je passe à l'enfant de sable, l'évolution est très remarquable. Elle est liée à la condition de l'errance. C'est-à-dire que c'est les voyages, vous le prendrez du côté symbolique, voyage depuis Ahmed à Zara, au voyage physique en tant que déplacement des conteurs, que l'on devient quelqu'un de sage. Les conteurs peuvent exprimer la sagesse au bout de ces voyages initiatiques. Et aussi dans les trois possibilités que Dar Ben Yaloun nous donne au dénouement pour les personnages centraux, il y a une évolution dans tous. D'abord, s'il devient homme mystique, la vie des mystiques, c'est un courant religieux important dans l'islam, mais ici c'est une attitude personnelle qui implique un renoncement au monde et au corps, donc une évolution. Et puis pour la femme émancipée, quand Zara a choisi d'être une femme libre, elle est aussi confrontée au problème des êtres qui doivent décider qu'est-ce que c'est que la liberté, qu'est-ce que ça va dire dans ma vie, qu'est-ce que je deviendrai si je suis libre. Du côté de la sexualité, Marguerite Duras nous présente un monde compliqué, humide, moite, mais aussi sensuel. Quand ils vont, par exemple, parmi la végétation, ou remarquez que dans les bungalows, souvent, on nous montre la cabine de toilette, d'où, précisément comme sur l'image, d'où sort Suzanne pour attirer M. Jo. Donc, il y a l'initiation très claire de Suzanne vers le monde de la sexualité. Et du côté de l'enfant des sables, il y a aussi les garçons, lorsqu'ils quittent son identité de mâle et qu'il devient fille, alors la fille, elle se regarde et elle commence à jouir de son corps. Donc c'est encore le monde de la sexualité. Dans les deux cas, on nous parle du rôle du spectacle. Marguerite Duras nous offre le monde du cinéma. Le cinéma a constitué le travail pendant 10 ans de la mère, mais attention, cette mère qui a travaillé pendant 10 ans dans le cinéma, elle y jouait du piano et donc elle ne pouvait pas regarder les films. Mais en fait, le cinéma, c'est le monde de l'utopie, exerce sur aussi bien Suzanne que Joseph un attrait de plus fort. Et remarquez aussi que M. Jo commet une erreur très très grave de stratégie lorsqu'il critique face à Suzanne, il veut flirter avec Suzanne et il critique le cinéma. Et à partir de ce moment, il chute complètement dans l'estime de Suzanne. Et je vous ai mis sur la photo, je ne sais pas, vous êtes très jeune, vous ne me reconnaissez peut-être pas, mais c'est Raquel Meille, l'actrice, l'image de l'actrice Suzanne, quand elle s'ennuie, elle regarde un album de cinéma et elle voit justement Raquel Meille.
Dans les cas de Tahar Ben Yaloun, c'est un peu différent, je vais vite. Là, c'est les cirques qui nous est présenté quand Zara décide d'être une femme et qu'elle pense avoir un peu la liberté, mais il y a un peu des sadismes, si vous remarquez, parce que, bon, elle est très maltraitée par les propriétaires de ces cirques, mais elle en tire un certain plaisir. Du côté de la forme, il y a aussi des différences. Dans le cas de Marguerite Duras, elle a dit que c'était un roman entièrement autobiographique. En fait, ce n'est pas entièrement autobiographique, mais c'est quasi autobiographique, qui est écrit à la troisième personne, et cette troisième personne, c'est-à-dire que nous, lecteurs, nous voyons à travers cette troisième personne qui correspond à peu près avec l'image ou la vision, le point de vue de Suzanne. Et dans les cas de Tahar, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe. Je pense que cela doit être une difficulté pour nous, lecteurs, parce qu'on est confronté à un récit polyphonique. Polyphonique, ça veut dire qu'il y a plusieurs voix qui parlent. On a celle de plusieurs conteurs. Les conteurs qui a un manuscrit, cela c'est un recours qui vient aussi chez Cervantes dans Don Quichotte. Donc le recours du manuscrit trouvé. On nous raconte une histoire, parfois c'est la voix d'Ahmed qui parle, parfois c'est la voix de Zara, donc il y a vraiment plusieurs conteurs et il y a surtout l'intertexte d'un conteur très connu, très célèbre, qui est l'écrivain Borges. Comment on nous parle de Borges? Non seulement parce que Tahar Ben Yaloun nous présente un conteur à la fin qui est aveugle et qui vient, il nous dit, de Buenos Aires. Donc on peut déduire que c'est lui. Mais parce qu'il y a des motifs qui rappellent Borges. D'abord, dans les titres, L'enfant de sable. Borges a un récit aussi qui est le livre des sables. D'un côté cela, puis par des motifs. Borges a beaucoup parlé de la bibliothèque et du miroir. Le miroir est évoqué chez Tahar Ben Yaloun parce que les protagonistes ou la protagoniste n'aiment pas les miroirs. D'ailleurs, vous remarquerez l'importance des miroirs dans l'expo qu'on va aller voir tout de suite en bas et qui a été faite par nos collègues de l'Institut épiscopal. Et d'un autre côté, la bibliothèque. La bibliothèque qui ne fonctionne pas chez Ben Yaloun comme chez Borges, parce que chez Borges, c'est la passion du savoir, alors que ici, chez Tahar Ben Yaloun, c'est un amas de savoir, parmi lesquels le protagoniste est amené à la folie. Donc, si le savoir n'est pas bien géré, on risque la folie. Et je finis avec ça, je vous promets. Il y a dans tous les cas l'importance des éléments naturels. La vulnérabilité de la campagne à cause de la mer est évidente chez Marguerite Duras. La rudesse et à la fois la volupté de la forêt, cette végétation exubérante avec les parfums où Duras avait trouvé l'apaisement à sa souffrance, et dans les livres, et les sables dans les récits de Tahar Ben Yaloun. Quelle est l'essence du sable? Les sables n'a ni de début, ni de commencement, ni de fin. Donc c'est quelque chose qui s'effrite, vous la prenez dans les mains et ça tombe partout, un peu comme l'identité du protagoniste, qui n'a ni de commencement ni de fin, qui s'effrite à tout temps, qui se défait. Donc et d'un point de vue de la forme du récit, ça a aussi un sens. Les sables, c'est la déconstruction. Vous avez entendu parler en cuisine de la déconstruction des plats. C'est la même chose, bon, entre parenthèses. Ça existe aussi en littérature et c'est ce que fait Tahar Ben Yaloun par le récit polyphonique. Et si vous avez le temps,
je vous conseille cette émission d'Arte pour aller un peu plus loin, où il vous montre les Cambodges aujourd'hui. Ils font appel à l'ouvrage de Marguerite Duras, donc c'est assez bien. Et maintenant, ne partez pas s'il vous plaît, on va descendre rien que 5 minutes. Quand vous avez la petite heure entre les ateliers, on va descendre voir l'expo qui a été tirée à partir de l'Enfant des Sables. Donc vous suivez Carmen et moi et on va y aller. Merci.